Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au sommaire, c'est un visage sombre et hideux que présente l'école publique de Ngwele dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Construite il y a une dizaine d'années, ce temple du savoir n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourtant, le ministre de l'Éducation de base avait lui-même promis doter cette école d'infrastructures. Jusqu'ici, aucun travaux n'ont été entrepris pour améliorer les conditions intenables dans lesquelles les élèves acquièrent le savoir. Au quartier Ngwele, l'on se demande si les promesses non tenues seraient-elles l'apanage du gouvernement. Et puis, en sport, le sort d'Antonio Conceição entre les mains du président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o-Fils dispose de 72 heures pour décider du renouvellement ou non du contrat du sélectionneur des Lions indomptables. La décision a été prise hier lors de la session extraordinaire du comité exécutif de l'Africafoot. L'ancien international ira-t-il en l'encontre de la décision du ministre des Sports qui avait pris position de façon officielle à la télévision nationale sur le maintien d'Antonio Conceição? Voilà toute la question. Bonsoir à tous, une fois de plus, mesdames et messieurs, et merci de nous recevoir chez vous. Tristesse et émotion cette mi-journée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Les corps de 2 victimes de la bousculade d'Olembe du 24 janvier dernier ont été levés et mis en bière en présence des membres de leur famille et amis et connaissances. Il s'agit du magistrat Ebanek Bernard et du jeune commerçant du marché Mokolo, Siatou Pierre Dadi. Des moments difficiles captés par nos reporters Emmanuel Job, Marcelin Ganson. Un vent de tristesse souffle sur la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, elle-même arrosée par une pluie de larmes. Des larmes versées par les membres de la famille, amis et connaissances du magistrat Ebanek Bernard. Il a rangé définitivement sa robe le 24 janvier dernier aux portes de l'entrée sud du stade d'Olembe. Parti pour supporter les Lions indomptables qui affrontaient les Comores, le jeune magistrat a croisé le chemin de la mort. Un départ si brusque et si précoce qui a plongé sa famille biologique et professionnelle dans l'émoi et la consternation. Tout aussi triste est la levée de corps du jeune Siatou Pierre Dadi. Le commerçant de 31 ans fait lui aussi partie des 8 personnes qui ont trouvé la mort à la suite de la bousculade du 24 janvier 2022. Personne n'avait imaginé que sa passion pour le foot et son amour pour les Lions indomptables abrégeraient aussi brutalement son séjour sur terre. Sa famille, qui n'en revient pas toujours, est inconsolable. Au cœur de ces cérémonies empreintées d'émotion, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, qui a tenu à accompagner les familles pendant ces moments difficiles. C'est dans cet hôpital que sont pris en charge certains des 38 blessés enregistrés ce fameux 24 janvier, qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Siatou Pierre Dadi et Ebanek Bernard seront portés en terre samedi prochain. Nous donnons maintenant notre retard avec toi pour te recommander Siatou Pierre, notre très bon serviteur. Après une temps à la maison, avant de nous voir face à face, et après notre espérance de le revoir un jour plein de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, aucune famille des 8 victimes n'a reçu le moindre radis, ne serait-ce que pour amortir les frais de morgue. Certains parents affirment avoir reçu juste des appels téléphoniques de la part du gouverneur de la région du centre, président du comité des sites de Yaoundé de la CAN Total Énergie 2021.
Est-ce l'hirondelle qui annonce le printemps? Toujours est-il que d'autres levées de corps, suivies d'inhumations, sont prévues ce vendredi et le week-end prochain. C'est un phénomène qui a le vent en poupe au Cameroun. Il ne se passe plus une semaine, voire un mois, sans qu'un cas d'empoisonnement ne soit évoqué. Le dernier en date est celui de la jeune Thérèse, 21 ans, à Yaoundé. Son amie Dieny Déby, accusée de cet empoisonnement, a été déférée il y a quelques jours à la prison centrale de Kondengui. Elle comparaîtra devant le tribunal de grande instance du Mfundi. L'enquête est signée Rodrigo Ngassi, Ben Christy Moudjo. Voici les restes du repas qui a conduit à la mort de la jeune Thérèse Goïbok le 26 janvier dernier. Un plat de mbongo chobi partagé quelques heures avant sa mort avec sa présumée meurtrière. L'affaire se déroule au quartier Mvogbeti à Yaoundé. Thérèse Goïbok, 21 ans, accepte de recevoir pour la nuit sa copine. Mal, elle disait pardon, ne me laissez pas mourir, ma camarade, ma copine vient de m'empoisonner, sauvez-moi. La tentative de sauvetage est un échec. Là, ils l'ont amené à l'hôpital. N'ayant pas de transport, parce que là, il fallait aller à l'hôpital des sœurs, ils sont arrivés là-bas. On a dit qu'on ne peut rien, je ne sais pas trop parce que je n'étais pas là-bas. On est parti avec elle à l'hôpital central. Et de là, elle a rendu là. Les voisins informent dès lors la mère de la victime, Anne-Marie Ngodjob, qui réside au quartier Colbison. Je me toqué très tôt le matin pour nous dire que Thérèse est à l'hôpital et qu'elle est morte. Le monde de cette jeune femme s'écroule. Je suis tellement battue, je n'ai même plus de force. Si on changeait la mort, c'est que mieux pas à la place de mon enfant. Je ne savais pas que mon enfant allait venir mourir ici. Il y a encore quelques heures, Anne-Marie discutait sur WhatsApp avec sa fille Thérèse. J'ai mal à la dent, j'ai mis la prothèse. Elle m'a dit que tu es pressée. Donc c'était de 20h43 à 21h47. Une fois le premier choc encaissé, la mère de la victime se rend sur le lieu du crime. Bien arrangé, à part peut-être ces coussins qui étaient ici, la télécommande au sol et le chargeur de l'autre côté, la boîte de stèle à côté. Donc tout était en ordre. Donc c'est moi qui l'ai saccagé comme je cherche la clé de licence. C'est à cet endroit qu'elle découvre une pièce. La gendarmerie m'a dit, je n'ai pas vu, mais comme la perturbation, parce que je suis en douleur, je suis revenue pour voir s'il y a quelque chose. J'ai retrouvé là sous la table le papier de l'enfant avec sa photo. C'est là que je repars au commissariat. L'affaire est transmise par le secrétariat d'État à la Défense 7 aux enquêteurs du groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi. 2 jours après le crime, la présumée meurtrière est arrêtée chez sa grande sœur dans un quartier de la ville de Yaoundé. Selon les enquêtes, Dieny Déby aurait avoué avoir tué son amie avec un poison appelé Ompiding Arata Chopdai. Après avoir assisté aux effets du poison, elle se serait enfuie avec le téléphone de la victime qu'elle aurait utilisé pendant sa cavale. Ses aveux et le résultat de l'autopsie permettent de boucler l'enquête. La jeune femme est déférée devant le parquet, puis envoyée en Kondengui il y a quelques semaines. Elle comparaîtra devant le tribunal de grande instance du Mfundi. De son côté, Anne-Marie continue à pleurer sa fille. Thérèse était une petite fille très calme, posée, respectueuse. Même quand elle parlait aux gens, très posée. Elle fréquentait en Guaïkele, université 3e année. Elle faisait un job à Mokolo. Thérèse Goïbok est une victime de plus du phénomène d'empoisonnement devenu récurrent au Cameroun. Située dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, l'école publique de Ngouélé sombre dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, le ministre de l'Éducation de base avait lui-même promis doter cette école d'infrastructures. 3 ans après sa visite ou descente sur les lieux, aucun nombre de parpaings. Le directeur de cette école, qui s'exprime hors caméra, confie quelques freins à la mise en place du chantier. On fait le point avec Robert Mokobe, Ulrich Gonomala, Dalastana. Une bâtisse en matériaux provisoires, l'on se croirait dans une ferme pour animaux domestiques. Les habitants du quartier l'ont baptisé le poulailler. Puisque c'était d'abord un endroit où on élevait les poules. Mais ne vous leurrez pas, il s'agit bien d'une école
l'école publique de Ngwele dans le 4e arrondissement de Douala. Elle se présente devant vous. Je ne m'intéresse pas tellement à cette école parce que la façon dont l'école est, ça donne la déception aux parents d'envoyer les enfants là-bas. Sur la cour, les écoliers de la section anglophone attendent remplacer ceux de la section francophone. Il est 12 heures passées de plusieurs minutes. Les instituteurs ne veulent pas s'exprimer devant notre caméra, de peur des représailles, car ici c'est le gagne-pain. Pourtant, en septembre 2019, le ministre de l'Éducation de base, Laurent Séjitoudingwa, avait promis de doter cette école des infrastructures. Je remercie Equinox pour avoir montré cette école. Le gouvernement n'assume les chantiers que ceux qu'il construit lui-même. Comme nous n'allons pas rester sur la polémique et les regrets, je voudrais vous annoncer que pour le budget 2020, nous allons inscrire une allocation pour construire une école moderne ici. Mais 3 ans après, même pas l'ombre d'un parpaing. Reçu dans son bureau, le directeur de la section anglophone nous confie que le projet de construction de 26 salles de classe sera lancé dans les prochains mois. 200 millions de francs ont déjà été débloqués pour la mise en place de la fondation. Le problème, il faut encore négocier avec les riverains sur la question des indemnisations pour élargir la superficie de l'école à plus de 4000 mètres carrés. Toujours en éducation, recommandation de 6 diplomates étrangers au Cameroun pour une reprise des classes dans les régions du nord-est et sud-ouest en crise. Des enseignants trouvent inopérantes les déclarations de la communauté internationale pour un retour à la paix au nord-ouest et sud-ouest. Ils se sont exprimés après une énième déclaration sur la nécessité de respecter une résolution de l'ONU en vue d'un cessez-le-feu. Jean Pochouniat. Sur le conflit armé en cours dans les 2 régions anglophones du Cameroun, le Canada, la Norvège, la Suisse, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Afrique du Sud, à travers leurs représentations diplomatiques accréditées à Yaoundé, demandent au régime de Paul Biya et aux séparatistes armés de respecter la résolution 2601 du Conseil de sécurité de l'ONU pour un retour des élèves et enseignants dans les écoles. Des déclarations de diplomates sans moyen de pression et de force sur les parties prenantes pour un retour à la paix n'est que rigolade et rien d'autre. L'interpellation de ces ambassadeurs s'inscrit dans une logique qui consiste à demander à l'État du Cameroun de respecter ses engagements internationaux. Ce n'est pas le premier appel que ces ambassades ont eu à formuler. La société civile camerounaise, enseignants et syndicalistes, n'y voient qu'une déclaration de trop, sans effet sur le cours de cette guerre. On peut être optimiste et légèrement pessimiste, puisqu'il faut questionner, n'est-ce pas, le niveau d'influence que ces autorités consulaires ou diplomatiques peuvent avoir sur l'État du Cameroun, et même dans la réalité. Pour tous ces acteurs de l'éducation, la reprise des classes dans ces 2 régions passe par des préalables de cessez-le-feu et des négociations. Si les parties prenantes sont contraintes au dialogue et à la négociation, forcément, on aura un retour à la paix dans ces 2 régions et voir les écoles ouvrir leurs portes. Aussi, ajoute-t-il, même le plan de reconstruction ne pourra voir la vie reprendre son cours normal sans un travail de fond pour un retour à la paix. Depuis le déclenchement des hostilités, la situation sécuritaire continue de se dégrader sur le terrain. En 6 ans de conflit, des centaines d'élèves et enseignants ont perdu la vie, avec plus de 700 000 enfants qui ont fui leur établissement scolaire. Le gouvernement camerounais ne fait rien d'autre, si oui s'obstinant à la solution militaire qui ne pourra pas permettre à nos élèves de rentrer à l'école. De l'autre, les séparatistes armés font feu de tout bois pour transformer ces 2 régions en no man's land. Cette sortie de trop des puissances étrangères suffira-t-elle à mettre fin à cette guerre? C'est la principale question sur les lèvres de la société civile et le corps enseignant.
Et dans le département du Coupé-Manengouba au sud-ouest Cameroun, les jeunes ressentent encore les séquelles de ce conflit armé, chômage, délinquance, dépravation des mœurs, entre autres, rythment leur quotidien. Ces jeunes invitent les autorités à trouver des voies et moyens pour mettre définitivement un terme à cette crise anglophone et permettre leur insertion socio-professionnelle. Jacques Molon, Achille Kamga. La parade du 11 février 2022 à la place de fête de Tombelle, dans le Coupé-Manengouba, région du sud-ouest, cache mal le malaise que vivent les jeunes de cette localité. À cause de la crise anglophone, beaucoup ont sombré dans la délinquance, les pratiques peu recommandables, le chômage, etc. Ça a tellement détruit l'amour, l'unité qu'on avait comme les jeunes. L'économie, malgré que ça se passe comme ça, mais l'économie, ça ne donne pas. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le travail. On sait que ce n'est pas tout le monde qui doit travailler dans le gouvernement. Mais on veut qu'on aide les jeunes. Les jeunes de Tombelle ont saisi l'occasion de la célébration de la 56e édition de la fête à eux consacrée pour appeler les autorités à mettre fin à ces atrocités afin qu'ils puissent retrouver une vie normale. Parce que beaucoup de jeunes ont perdu leur vie, ils ont détruit leur futur. Et il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant entre nous les jeunes que je pense que les autorités doivent voir ce qu'elles peuvent faire pour terminer cette guerre. Nous appelons les autorités de trouver une solution finale, d'avoir un dialogue, qu'on va s'asseoir, un dialogue qui va revenir, qui va amener la paix dans le pays, parce que la paix est la meilleure des choses. Ça ne s'achète pas sur le marché. Les jeunes en activité dans cet arrondissement souhaitent être accompagnés financièrement pour le développement de leurs projets. Le sous-préfet de Tombelle, Léonard Niam, met un accent sur l'éducation. Pour lui, l'école est la clé du succès. Alors que certains jeunes invitent les autorités à mettre en place des politiques pour leur insertion socio-professionnelle, d'autres par contre se spécialisent ou se sont spécialisés dans des vols et braquages à main armée. Ces derniers ont été appréhendés à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Parmi eux, un élément du bataillon d'intervention rapide, Leclerc Saken. Sinap itinéraire ainsi que voici a prêté serment pour servir avec honneur et fidélité la patrie. Chemin faisant, il a choisi utiliser son arme de service pour violenter et dépouiller les pauvres citoyens, accompagné dans sa sale besogne par ses alcoolites, Clovis alias Playboy, Coignet alias Haute Tension et Tchakounté Patrick. Ces hommes sans foi ni loi ont fait plusieurs victimes dans la région de l'Ouest. À leur artiste, plus d'une dizaine de braquages à domicile, viols, blessant au passage leurs victimes par balle ou à coups de machette. L'homme en tenue a réussi à s'évader d'une brigade à Tchang. Sa cabale n'aura duré que le temps d'un battement de cils. La particularité de ce groupe, c'est l'interpellation d'un évasant du Bir. Et c'est lui également qui s'était évadé dans une brigade de la gendarmerie au niveau de Tchang. Un groupe extrêmement dangereux. Ils passent leur temps à aller dans les domiciles pour agresser les honnêtes citoyens dans leur maison. Des cas de viol, oui, ils sont à plus d'une dizaine de coups, en dehors de ceux où ils ont pu avouer et des plaintes qui ont été déposées de suite. Les populations sont appelées à plus de collaboration avec les forces de maintien de l'ordre en dénonçant toute présence suspecte. J'en appelle à une franche collaboration de la population avec les forces de maintien de l'ordre et particulièrement avec la police. Parce que nous sommes réellement à pied d'œuvre dans notre processus. Ces malfrats de notre Maccabi utilisent ce fusil de chasse américain, un pistolet automatique, des armes lourdes qui renseignent davantage sur le degré de terreur imposé par ces derniers à leurs victimes. En attendant leur transfert devant le tribunal militaire, ils méditent leur sort dans les cellules de la police judiciaire de l'Ouest.
Enfin, le financement est disponible pour le bitumage de la route Lolabé-Campo, longue de 40 km, qui va relier le Cameroun à la Guinée équatoriale. La Banque africaine de développement en est le principal bailleur de ce projet, source d'espoir pour les populations et usagers de cette route dont le mauvais état en saison de pluie la rend impraticable. Emmanuel Diop, Marcelin Garçon. Pas plus tard qu'en novembre dernier, alors que la saison des pluies battait son plein, la route Lolabé-Campo dictait sa dure loi aux usagers, la loi des bourbiers infranchissables et des voyages interminables. La route est vraiment gâtée, rien ne passe, même à pied c'est difficile. Et là vous faites comment? Vous abandonnez les véhicules? On ne peut qu'abandonner, on continue à pied. Si c'était qu'on devait aller dans d'autres villages devant, une autre voiture devait nous prendre et nous amener là où on part, ou bien les motos. Ce n'est que les motos, même la moto ici ce n'est pas facile. Le spectacle est pareil à chaque saison de pluie, même avec les véhicules les plus sophistiqués. Parcourir les 40 km qui séparent le port de Kribi de Campo relève d'un éprouvant concours de patience et d'une intenable épreuve de nerfs. Vraiment, c'est pas facile, hein, surtout quand tu n'as pas les bottes. Tu peux facilement glisser ici. Bah, la voiture est calée, quoi. On doit continuer à pied. Voilà, à pied, on est embourbé là. Il y a tout un bouvier là, plein de boue. Les voitures ne peuvent pas traverser. Et puis il faut continuer à traverser. Marcher comme ça. Jusqu'ici, le voyage se passait plutôt bien, jusqu'à ce qu'on arrive au village Ebodje, un village qui est réputé pour abriter des tortues marines, des espèces rares en Afrique, sauf que Ebodje également, c'est ce bourbier. Un bourbier géant, insurmontable. D'ailleurs, vous voyez comment ces véhicules sont obligés de rebrousser chemin. C'est l'un des bourbiers les plus importants de cet axe entre Kribi et Campo. Vous imaginez bien les difficultés qu'éprouvent les populations au quotidien, nous aussi d'ailleurs. On est habitué avec ça comme ça. Quand les voitures viennent, ils gardent de l'autre côté. Ils viennent à pied si c'est qu'ils veulent arriver au village. C'est les motos qui entrent beaucoup chez nous. Rien que les motos. Voir le transport d'ici, Kribi, c'est au moins il faut garder 10 000 francs aller-retour, sans compter les bagages. Donc pour nous là, c'est tellement difficile. Un calvaire qui pourrait bientôt prendre fin avec la construction annoncée d'une voie express qui partira de Lolabé pour Campo sur une distance d'environ 40 km. Au-delà du désenclavement de cette partie du pays, il est également question de fluidifier le transport des biens et des personnes entre le Cameroun et la Guinée équatoriale à travers l'établissement d'une liaison directe entre la zone portuaire de Kribi et la ville frontalière de Campo, ainsi qu'un raccordement à l'autoroute Kribi-Lolabé dont les travaux sont quasiment achevés. Le projet pensé depuis longtemps se heurtait à la difficile équation de la mobilisation du nerf de la guerre. Car il faut 56 milliards de francs CFA pour donner corps à ce projet et soulager les souffrances des populations. La Banque africaine de développement en est le principal bailleur financier et le gouvernement vient d'obtenir son accord pour enclencher le processus qui intègre également la réhabilitation et la mise à niveau du tronçon Edea-Kribi long de 110 km pour un financement global d'environ 115 milliards de francs CFA. La ressource étant disponible, place désormais au lancement de l'appel d'offres et à la passation du marché. Et en attendant le début des travaux qui dureront 36 mois, la prochaine saison des pluies est vue d'un très mauvais œil par les usagers et les habitants des villages situés le long des 40 km qui séparent Lolabé de Campo. Tous n'ont qu'un souhait, que les travaux débutent le plus tôt possible, car leurs souffrances n'ont que trop duré. Hors de nos frontières, les actions militaires de la France au Mali sont terminées. Emmanuel Macron a officiellement annoncé le retrait de ses troupes du Sahel après des semaines de tensions avec la junte au pouvoir. Il a nié toute ingérence de son pays dans les affaires internes du Mali durant sa déclaration en marge du sommet Union européenne-Union africaine qui s'est ouvert ce jour à Bruxelles, en Belgique. On fait le point avec Gladys Sidi. La France a acté le retrait de ses troupes au Mali. Après des semaines de rumeurs autour de l'avenir de la France Barkhane et ses alliés de Takuba et le Canada, ils engagent un retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires. Les pays estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies
pour poursuivre efficacement leur engagement militaire. En passant cette annonce, Emmanuel Macron dédouane son pays accusé d'ingérence au Mali. Jamais l'intervention d'une armée extérieure ou d'un État extérieur dans la lutte contre le terrorisme ne peut se substituer à ce qui est le devoir de l'État souverain. Nous pouvons venir en aide, appuyer, éviter le pire, c'est ce que nous avons fait. Et j'ai toujours été clair sur l'importance à mes yeux de ce qu'est la souveraineté territoriale et du cadre dans lequel nous intervenons. La junte, actuellement au pouvoir au Mali, selon Emmanuel Macron, a relégué au second plan la lutte contre le terrorisme. Et pourquoi nous décidons aujourd'hui de partir? Parce que la junte qui est en responsabilité au Mali n'en fait plus sa priorité. Malheureusement, dans des États qui se sont peu engagés dans cette lutte ou qui ont eu un engagement ambigu ou tardif, pour des raisons différentes, dans des contextes différents, comme le Mali ou le Burkina Faso, la situation est devenue hors de contrôle. Le président français s'exprimait ainsi en marge du sommet Union européenne-Union africaine qui se tient à Bruxelles en Belgique. Il vise à jeter les bases d'un partenariat renouvelé et ambitieux entre l'UE et l'UA. Parmi les points à l'ordre du jour, il y a la relance des économies africaines mises à l'arrêt par la pandémie à coronavirus, l'aide à la production des vaccins sur le continent, l'accélération de la transition énergétique et écologique, entre autres. 67 chefs d'État et de gouvernements africains et européens prennent part à ce sommet. Pour ce qui est du Cameroun, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, représente le chef de l'État Paul Biya à ce sommet. Ferdinand Ngongo est à la tête d'une délégation composée des ambassadeurs du Cameroun dans les représentations diplomatiques d'Afrique et d'Europe. Aussi présent dans cette délégation, le ministre des Relations extérieures. Et il faut rappeler qu'en marge de ce sommet de l'Union européenne, l'Union africaine, des Camerounais ont manifesté ce jour à Bruxelles pour demander le départ du chef de l'État Paul Biya. Ces Camerounais dénoncent entre autres la malgouvernance et la corruption qui mettent en mal l'unité nationale. À cette occasion, les manifestants ont brandi des photos du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, avec des croix, pour exprimer leur ras-le-bol sur la malgouvernance du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons sport à présent. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, dans le viseur de la Fédération camerounaise de football. Les membres du comité exécutif ont donné 72 heures au président Samuel Eto'o-Fils pour prendre une décision sur son limogeage. Le ministre des Sports, par contre, milite pour le maintien d'Antonio Conceição. Même les textes sur le recrutement d'un sélectionneur national ne sont pas clairs sur l'institution devant décider en dernier ressort. On fait le point avec Eric Ouattara, Roméongoula. Idenassis Mwele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, et Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, aura le dernier mot sur l'avenir du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Antonio Conceição, lors du comité exécutif de la FECAFOOT qui s'est tenu à Limbé le 16 février. Les membres du comité ont donné 72 heures au président de l'instance fêtière du football camerounais pour prendre une décision sur le bail de l'entraîneur portugais à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Cependant, lors de son passage à l'émission Actualité Hebdo sur la chaîne nationale le dimanche 13 février, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a souligné que le sélectionneur des Lions indomptables doit rester en poste. La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter, ça veut dire couper la tête de l'entraîneur. La priorité, c'est de remettre, comme l'a dit le chef de l'État, de remettre l'équipe au travail, de la mener à un esprit d'harmonie, de cohésion, de solidarité, de solidité, parce que l'harmonie est la mère des victoires. Après la défaite de l'équipe nationale en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs analystes des questions de football ont pointé un doigt accusateur sur le sélectionneur, notamment dans le choix des joueurs lors de la séance des tirs au but. D'ailleurs, un conflit s'est ouvert entre Antonio Conceição et Maxime Choupo-Moting, l'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale senior. Les fans des Lions indomptables qui souhaitent voir le sociétaire du Bayern de Munich disputer le match des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre l'Algérie veulent à tout prix la tête du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun.
La question est de savoir qui est le véritable patron du sorcier blanc à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. En convoquant les tests, on a le décret de 2014 sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football qui donne les pleins pouvoirs à la Fédération camerounaise de football qui est appelée à s'occuper de la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football. Par contre, la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football est plus nuancée. En son article 9 alinéa 1, elle dispose que les membres des structures d'encadrement des sélections de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la FECAFOOT, après avis obligatoire du ministre en charge des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Sur ce point, tout devient flou sur l'institution qui doit prendre la décision en dernier ressort. Surtout qu'au moment de signer son contrat, toutes les entités sont présentes. En attendant, le chrono continue de tourner. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Bonne soirée à tous.